Des voitures sans chauffeur qu'un cône suffit à bloquer, qui participent à des accidents ou qui refusent de faire descendre leurs passagers. I can't get out the car. Has this been hacked? I feel like I'm in the movies. Vous avez sans doute déjà vu ces étonnantes images de robotaxis. Hello, from Waymo. Derrière ces vidéos virales, dans de nombreuses villes chinoises ou américaines, ces véhicules sans chauffeur font désormais complètement partie du paysage. Leur développement s'accélère et des leaders du secteur veulent désormais s'attaquer à l'Europe. Qui veulent mettre des robotaxis dans toutes les grandes villes. Mais ça peut aussi être une catastrophe. Alors regardons ce qu'ils pourraient vraiment nous apporter, ou pas. Commençons cette histoire à Austin, au Texas, un jour de 2015. Cette voiture atypique a nécessité à Google des années de recherche. Ce jour-là, pour la première fois de l'histoire, elle parcourt la voie publique sans que personne ne la conduise. Et puis tout s'accélère. Google lance Waymo et déploie des services de taxi sans chauffeur dans plusieurs villes des États-Unis. The Waymo driver finds the best route possible to your destination. Avec d'autres entreprises américaines et chinoises, ils totalisent aujourd'hui des millions de courses et visent désormais l'Europe. Alors regardons de plus près leurs principales promesses. J'en profite pour vous rappeler que pour ne rien rater de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Brut. 2 octobre 2023, San Francisco. Une voiture autonome de Cruise, l'un des pionniers du secteur, parcourt la ville normalement. Mais soudain, l'automobiliste d'en face percute un piéton. Celui-ci est projeté juste devant le véhicule autonome. Il s'arrête avant de finalement reprendre sa route. Le piéton est traîné sous la voiture sur le bas-côté. Il est grièvement blessé. Ça met un coup d'arrêt au développement des robotaxis par Cruise. It'll save lives, like a lot of lives. Il faut dire que jusqu'ici, et encore aujourd'hui, l'argument numéro 1 du secteur, c'est que les voitures autonomes sont beaucoup plus sûres que les conducteurs humains. Schématiquement, on prend une voiture traditionnelle, avec un volant, des pédales, et ce que l'on fait, c'est qu'on y branche des caméras, des capteurs, des lidars, donc qui sont des capteurs qui permettent de se repérer grâce à de la lumière. On y branche des GPS, on y met tout un tas de capteurs qui vont permettre à la voiture de se repérer dans l'espace. On a une deuxième approche qui est de dire, on va développer spécifiquement des véhicules qui seront automatisés dès le départ. Donc il n'y aura ni volant, ni pédale. Ça représente une quantité d'informations qui est ensuite traitée rapidement à l'aide de l'intelligence artificielle pour évaluer la conduite à adopter. Et qui dit absence de conducteur dit absence d'erreur humaine due aux distractions, à la fatigue, à l'alcool ou encore aux drogues. Et ça garantit un meilleur respect du code de la route selon cette synthèse de 2025. Pour contexte, chaque année dans le monde, les accidents de la route entraînent 20 à 50 millions de blessés, environ 1,2 million de morts, 2 fois plus que la population de Lyon. En France, c'est environ 3200 morts par an. Alors les robotaxis peuvent-ils vraiment faire disparaître une grande partie de ces conséquences? Aux États-Unis, l'actuel leader du secteur a voulu le prouver. It sees 360 degrees, almost 3 football fields away. So it has more data at all times than you have. Il s'agit donc de Waymo. Début 2025, ces chercheurs analysent les plus de 56 millions de miles déjà parcourus par les robotaxis, soit plus de 92 millions de kilomètres. Et voici ce qu'ils trouvent. Sur les accidents avec blessés, les robotaxis en causeraient 79% de moins que les conducteurs humains. Que ce soit par rapport à d'autres véhicules, notamment aux intersections, que ce soit avec les piétons, que ce soit avec les autres modes de circulation comme les motos, oui, il y a beaucoup moins d'accidents, des économies de plus de 80%. À peu près d'accidents réduits. Donc ça, c'est sûr. J'avoue se dire que ça éviterait presque 4 accidents sur 5, ça m'a impressionné. Il y a quand même quelques nuances à apporter. On a vu dans la presse les effets qu'avait un accident. Donc ce que l'on a fait, c'est que on a sécurisé les cadres d'expérimentation et pour l'instant, on va les faire circuler souvent à des vitesses commerciales un petit peu plus lentes que celles dont on a l'habitude lorsque nous sommes en train de conduire nous-mêmes. Donc on a aussi une approche qui permet de limiter les accidents et leur gravité. 2 or 3 tragic accidents will destroy the whole industry. We don't want that to happen, so we want to move step by step. Néanmoins, les projections montrent que ça devrait malgré tout être des véhicules qui sont tout de même beaucoup plus safe. Qu'est-ce qui va se passer quand on va passer en dehors de zones qui sont bien délimitées? Il y a toujours des risques, le risque zéro n'existe pas. Toutes les entreprises ne sont par ailleurs pas aussi avancées que Waymo sur ce point. Décembre 2025, plus de 330 robotaxis Zoox d'Amazon sont rappelés, en cause des erreurs logicielles qui pourraient les amener à franchir la ligne médiane ou s'engager à contresens aux intersections. At Zoox, we've built in layers of safety, so there's always a plan B and C. Du côté de Tesla, le déploiement du cybercab prend également plus de temps qu'annoncé. Plus vous roulez, plus vous avez d'infos et plus vous essayez de baliser toutes les situations possibles.
Cette autre scène se passe le 20 décembre 2025. Une panne de courant plonge San Francisco dans le noir. Les taxis Waymo se retrouvent arrêtés au milieu de la route. En fait, je me suis aussi rendu compte qu'une voiture sans chauffeur et connectée, ça peut être confronté à de nouveaux problèmes. Ce sont des situations qui sont anecdotiques en termes d'occurrence, mais on a malgré tout une nouvelle vulnérabilité qui apparaît, des plots de chantier qu'on peut mettre devant une voiture, c'est des choses qu'on a vues à Lyon. Il y a des jeunes qui se sont amusés à mettre des plots de chantier devant et derrière une navette, et la navette était à l'arrêt. En cybersécurité, il y a toujours une faille qui va être dévoilée à un moment ou un autre. Si une personne prend le contrôle de la voiture à distance, on est encore une fois vulnérable. C'est des sujets sur lesquels, à ma connaissance, tous les constructeurs travaillent. Certaines études qui montrent les avantages sur la sécurité le feraient sans modéliser en détail les nouveaux risques associés à la cybersécurité, à l'interaction avec des utilisateurs vulnérables ou encore à la longue période de coexistence entre véhicules autonomes et véhicules classiques, selon ces scientifiques. Si vous avez un piéton au bord de la route qui est prioritaire pour pouvoir traverser la route, vous êtes en voiture, mais que le piéton vous fait un signe de la main pour dire « allez-y, passez », pour un conducteur, c'est super simple à comprendre. Pour un véhicule autonome, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont quand même, malgré tout, plus de difficultés à gérer des situations qui, pour un humain, sont assez simples. Autre point, imaginons cette situation où, selon son action, la voiture autonome va soit entraîner la mort d'un adulte avec un enfant, soit celle de 2 hommes âgés. Que doit-elle faire ? Ça, c'est l'un des tests que propose d'explorer la Moral Machine, une expérience en ligne lancée par plusieurs chercheurs inspirée de ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Ces tests montrent qu'en dehors des aspects technologiques, la programmation des véhicules autonomes nous confronte aussi à des dilemmes moraux. Pour l'instant, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de réduire les dommages au minimum. Néanmoins, on a vu des études, il se trouve qu'en Europe, on a un choix entre une personne jeune et une personne âgée. On va éthiquement préférer sauvegarder la personne la plus jeune qui a la vie devant elle. Il se trouve qu'en Asie, et notamment au Japon, ils préféraient plutôt sauvegarder les personnes âgées pour respect pour les anciens. Donc ça, c'est aussi des cas qui devront être adaptés en fonction des types de territoires et des différences culturelles. Ça, c'est une question de programmation algorithmique. Donc là, il faudrait que des responsables de psychologie sociale interviennent pour former ceux qui programment, pour justement prendre conscience de ça. Et après, il faudra prendre une décision politique. Et enfin, ça peut paraître évident, mais ces chercheurs soulignent que pour que le nombre d'accidents traditionnels, au final réellement évités dans la société, soit significatif, eh bien il faudrait que les véhicules autonomes remplacent la moitié des véhicules en circulation, voire plus selon les études. Or ça dépend de pas mal de choses, par exemple les réglementations ou l'acceptation sociale. En complément, les robotaxis pourraient-ils avoir d'autres avantages ? With autonomy, you get your time back. This is a very big deal. Imaginez, plutôt que d'utiliser votre voiture, vous montez dans un robotaxi. On peut arriver dans sa voiture, poser ses pieds sur le tableau de bord et le trajet démarre. It alleviates your fatigue. Ça permet de travailler. On peut avoir de l'infotainment. And takes you to the destination. Il y a un confort qui est quand même particulier. Et contrairement à votre voiture, il n'y a pas de frais d'achat, pas de réparation, de carburant ou d'assurance à gérer. Et ce n'est pas tout. Par rapport à un taxi ou un VTC classique, le coût du service pourrait être 80%, voire 90% moins cher. En effet, il n'y a pas de chauffeur à payer et il peut circuler sur des plages horaires plus grandes pour rentabiliser le véhicule. Selon cette note de France Stratégie, ces avantages inciteraient dès lors de nombreuses personnes à adopter ce service. Et derrière, ça entraînerait mécaniquement des réductions d'embouteillage, des facilités pour se garer et des économies importantes pour les services de santé. Mais ces gains sont-ils certains ? Regardons où concrètement souhaitent s'installer les entreprises de robotaxi en Europe. En 2026, Waymo veut lancer des courses à Londres. Apollo Go, autre géant du Google chinois Baidu, vise lui aussi le Royaume-Uni, mais aussi la Suisse et l'Allemagne. Allemagne où devraient également être testés des robotaxis de la start-up chinoise Momenta. Au Luxembourg, c'est Pony, une autre start-up chinoise qui a annoncé des tests. Et en France alors ? Certains tests ont déjà eu lieu dans plusieurs villes, mais cela est rarement allé plus loin. Les États-Unis et la Chine ont visé juste les dimensions commerciales. L'Europe, elle s'est positionnée beaucoup plus sur comment est-ce que j'imagine une mobilité beaucoup plus soutenable, pour être très général. Et deuxièmement, l'Europe elle a des règles, des réglementations, des directives européennes qui ne permettaient pas l'homologation de n'importe quoi. Nous voici à Berlin. Que peut-il s'y passer si les robotaxis s'y développent massivement ? En 2023, Félix Carrère et d'autres économistes tentent d'étudier ce scénario à l'aide de modélisation. On travaille un peu comme dans le jeu vidéo des Sims. On prend une ville et on y introduit de nouveaux modes de transport et on observe la manière dont les usagers pourraient se comporter. Les résultats sont sans équivoque. Le nombre de voitures en circulation ne diminue pas, il augmente. Lorsqu'on met en place un nouveau mode de transport,
il y a ce qu'on appelle de la demande induite. C'est une demande qui n'aurait pas été là s'il n'y avait pas eu ce service-là. Étant donné que les robotaxis circulent sur la route, ce que ça fait, c'est que ça a mis plus de monde sur la route. On a aussi des véhicules qui, lorsqu'ils n'ont pas de passagers, roulent à vide. Donc, on a pu assister à une augmentation des bouchons, de la congestion. Ça a drastiquement augmenté le temps de trajet des usagers qui utilisaient leur voiture tous les jours. Quand on combine l'ensemble des modélisations aux 4 coins du monde, eh bien en moyenne on réduit les voitures possédées, mais là aussi la circulation augmente et les temps de trajet s'allongent. En fait, pour que ça marche, il faudrait notamment que les robotaxis remplacent presque uniquement des trajets en voiture sans en créer une multitude de nouveaux. Les taxis sans chauffeur, il y a une autre question qu'ils posent forcément, l'impact sur l'emploi et le travail humain. À mon sens, le principal moteur du développement des véhicules autonomes, c'est l'espérance de profit de supprimer un chauffeur de VTC. The cost of labor continues growing and the cost of the hardware continues dropping. And the difference will be the margin. And the margin can only go larger and larger. Nous voici dans l'envers du décor, un centre de supervision de robotaxi. Ici, des travailleurs sont prêts à reprendre le contrôle à distance en cas de besoin. Dans ce qu'on a vu, chaque soir, les véhicules sont vérifiés, sont maintenus, sont nettoyés. Ça veut dire du personnel. Comme pour toute innovation, ça va créer des destructions d'emplois, mais ça va en créer de nouvelles, sauf que les compétences ne seront pas les mêmes. Donc il faut penser à former les gens. We're going to usher it in as a society gradually and over time and with a different type of job set and a different type of opportunity. Mais est-ce que les destructions de postes sont compensées par ces nouveaux postes ? Fin 2024, une équipe américaine cherche à estimer l'impact global sur l'emploi. Premier renseignement, la distribution des salaires serait rehaussée. Mais second enseignement, le nombre total d'emplois directs pourrait diminuer de 57 à 76%. Uber a la volonté de mettre en place une flotte de 100 000 robotaxis. C'est de la concurrence pour les VTC et les taxis qui, eux, ont déjà pu arrêter les VTC. Et ça demande à nos responsables politiques de nous demander de choisir. Est-ce que vous préférez avoir un service de véhicules automatisés ou est-ce que vous préférez conserver vos emplois des VTC ? Il n'y a pas d'études similaires sur la France, mais si on imagine qu'on reprend tel quel ce ratio, ça voudrait dire que les taxis ou VTC pourraient perdre 68 000 à 90 000 emplois. Précisons aussi que des entreprises chinoises ont déjà automatisé la maintenance. Mais il y aurait un autre modèle qui pourrait avoir des impacts différents. En fait, dans plusieurs endroits d'Europe, des acteurs européens comme la RATP par exemple se sont également concentrés sur des tests de navettes autonomes. Avant, c'était des navettes sur lesquelles on avait du mal à amortir un coût de chauffeur pour si peu de passagers. Donc, on pourrait mettre en place ce service-là pour des personnes qui n'ont pas d'alternative à la voiture, qui n'ont pas de voiture, pas le permis, des personnes en situation de dépendance, que ce soit des personnes âgées ou potentiellement des personnes en situation de handicap, des enfants. Néanmoins, ça pose aussi la question de l'accompagnement. Comment est-ce que l'on assure la sécurité à bord ? Pour les transports en commun autonomes, je n'ai pas trouvé d'études comparables sur l'emploi. Et les régies de transport manquent de conducteurs, donc eux, ça serait plutôt un service à leur rendre que d'automatiser un certain nombre de trajets. Mais les robotaxis portent une autre promesse. Apollogo promet sur son site un transport plus vert et Waymo un transport durable. Alors reprenons notre taxi autonome. Déjà, il peut éviter les rues encombrées et aider à fluidifier le trafic. On prête aux véhicules autonomes la possibilité d'avoir une conduite plus douce et plus écologique que celle d'un conducteur humain. Sur de l'éco-conduite, c'est le point bonus au permis de conduire que les véhicules autonomes auront tous. You may also find that your car drives more cautiously around other road users, braking and accelerating differently than you're used to. Mais on leur prête aussi des caractéristiques d'économie d'énergie si elles fonctionnaient en synergie. Donc si on avait par exemple 4-5 véhicules qui se mettaient à la file, qui se synchronisaient pour pouvoir réduire la résistance à l'air, un peu comme font les cyclistes au Tour de France. Sur le papier, ces avantages et d'autres pourraient permettre de réduire les dépenses d'énergie et les émissions de CO2. Ça pourrait être intéressant car l'énergie, il faut la payer et importer du pétrole, ça peut nous créer des dépendances à certains pays. Par ailleurs, avec 15% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et plus de 30% en France, le transport est un secteur clé si on veut limiter le changement climatique, mais aussi améliorer la qualité de l'air. Alors est-ce que les taxis autonomes vont nous aider sur ces points ? Eh bien, j'ai trouvé plusieurs simulations qui montrent que oui, et d'autres qui montrent exactement l'inverse. Mais pourquoi ? En fait, là aussi, ça dépend vraiment de ce qu'on regarde. Si on prend la vie d'une voiture autonome, il faut déjà la fabriquer. Ça, selon une étude de 2023, ça pourrait consommer un tout petit peu moins d'énergie, mais ça produirait 7,5% de gaz à effet de serre en plus qu'une voiture classique. Il va avoir le même châssis, à peu près la même structure, mais on va ajouter des calculateurs, des capteurs, un peu plus de batterie, potentiellement pour pouvoir
tenir l'autonomie. Et donc ça a un coût écologique supplémentaire en termes de matière, en termes d'émissions. Ensuite, ces voitures, il y a bien sûr tout le temps où elles vont rouler. Et sur cette partie-là, les voitures autonomes pourraient économiser 5% de gaz à effet de serre. Ça, c'est notamment dû aux avantages qu'on a vus. À noter que sur cette partie-là, l'énergie pourrait augmenter pour gérer l'automatisation. Les impacts environnementaux, ils sont très bien identifiés pour les impacts liés à l'utilisation du véhicule. Mais par contre, tout ce qui est empreinte environnementale des data centers et un robotaxi, c'est avant tout un objet connecté. Alors là, c'est extrêmement, on va dire, flou. Enfin, la fin de vie des véhicules entraîne une légère hausse des gaz à effet de serre. Mais qu'est-ce que ça donne quand on regarde au niveau de la société ? Faisons un petit passage par la région de Bruxelles. Ici, le développement de robotaxis pourrait entraîner des baisses entre 30 et 60% des émissions de CO2 et d'autres polluants, selon cette étude. Mais en regardant la situation modélisée, je me rends compte qu'on est très loin du système à l'américaine. On serait sur un modèle où des parkings relais seraient mis en place pour éviter l'entrée de voitures particulières en ville. Ces parkings proposeraient une combinaison adéquate de transports en commun classiques et de robotaxis. Et par ailleurs, une partie de ces robotaxis serait partagée entre plusieurs voyageurs. Dans d'autres cas, les avantages liés à un trafic plus fluide ou aux possibilités de rouler en convoi sont souvent associés au fait que les gens partagent beaucoup les robotaxis ou alors que les voitures autonomes remplacent un grand nombre de voitures dans la société. Par exemple, le gain de 5% dont je vous ai parlé, c'est pour des voitures autonomes qui représenteraient 70 à 80% de l'ensemble des voitures. Autre aspect, pour obtenir ces résultats intéressants, il faut par ailleurs éviter que les robotaxis ne soient en fait utilisés pour remplacer la marche, le vélo ou les transports en commun plutôt que la voiture. Dans le cas lyonnais, au final, près de la moitié des utilisateurs viennent de ces modes de transport alternatifs. Combiné à la hausse des distances parcourues, l'électricité consommée ou les émissions seraient multipliées par environ 2 au final. On a plus de véhicules sur la route, on passe de modes de transport qui étaient les transports en commun, qui continuent à circuler, qu'il y ait une personne de moins ou de plus dans le véhicule, à de nouveaux véhicules sur la route. Donc on pollue plus. On peut aussi préciser que dans plusieurs simulations, une partie des gains de CO2 ou de pollution mis en avant pour les robotaxis serait surtout due au passage à l'électrique et associé à des productions d'électricité peu carbonées comme le nucléaire ou les renouvelables, comme le soulignent ces scientifiques. Alors faut-il développer les robotaxis en France et en Europe ? J'ai trouvé des avis assez tranchés. Cette note de France Stratégie met en avant les avantages espérés et appelle à renforcer la recherche et la coopération pour permettre à la France de rattraper rapidement son retard. A l'inverse, ce rapport d'un think tank écologiste pointe plusieurs risques pour la société à développer les robotaxis selon les modèles américains ou chinois. Il recommande une régulation très forte de la puissance publique pour restreindre le développement du véhicule autonome à sa zone de pertinence, qu'il considère être les navettes autonomes pour le transport collectif. Plus globalement, il encourage un nouveau système de mobilité combinant transport collectif ferré, autonome ou non, et routier, voitures légères, mode actif ou encore en repensant l'aménagement du territoire. Selon une stratégie nationale mise à jour en 2023, la France vise à déployer d'ici 2030 100 à 500 services de transport de voyageurs automatisés. C'est de se poser la question, où est-ce qu'on a besoin d'un nouveau service de transport ? Et donc, on s'est plutôt positionné sur les territoires périurbains et ruraux et avec un fonctionnement en complémentarité avec les transports en commun et non pas en concurrence comme le font les États-Unis. Nous, on voudrait pouvoir travailler avec une gare de banlieue où, après avoir pris le train, on pourrait monter dans sa navette autonome qui nous déposerait à la maison sans avoir besoin de prendre une voiture. Et c'est dans ce cadre-là que l'on pourrait avoir des navettes autonomes écologiques. On est en train de travailler actuellement sur le projet Ultimo, sur quelles sont les variables qui feraient que les acteurs seraient plus ou moins d'accord pour laisser leur voiture et prendre des véhicules autonomes. Donc là, il y a la confiance, il y a les nouveaux services, il y a est-ce que c'est pour un même prix, est-ce que j'accepte ou je n'accepte pas. Il y a plein de variables comme ça qu'on essaye de tester. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est un sujet avec beaucoup de choses à dire et j'ai donc dû me concentrer sur certains points, alors n'hésitez pas à compléter. Par exemple, je n'ai pas mentionné les autres niveaux d'autonomisation partielle. Si ça vous intéresse, dites-le nous en commentaire et je pourrais peut-être en faire une vidéo. Un grand merci à toutes les personnes de Brut qui m'ont aidé et on se retrouve dimanche prochain à 10h.